Merci d'être avec nous sur Radio J. Et on retrouve, comme tous les lundis, le professeur Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour. Et ce matin, deux sujets bien sûr dans l'actualité. On va revenir dans un instant sur la situation politique, encore ces rebondissements, situation bien sûr politique toujours fragile pour Naftali Bennett et sa coalition. Mais d'abord, je voulais commencer par évoquer avec vous cette décision d'un tribunal de Jérusalem hier qui autorise à résider le schéma Israël sur le mont du Temple. La Jordanie accuse Israël de ne pas respecter le droit international. Comment vous jugez cette décision alors que dimanche prochain en plus se déroulera contexte donc particulier, le Yom Yerushalayim? Tout à fait. Alors c'est une décision effectivement qui a été prise par le tribunal de paix par un juge récemment nommé d'ailleurs, Tzion Saharaï. Alors attention, il faut être très précis. D'abord, il faudrait lire le jugement. C'est pas qu'il autorise à dire le schéma Israël. Simplement, il annule la mesure d'éloignement de 15 jours qui avait été prise. Alors, vous allez dire, c'est peut-être une nuance, mais en tout cas, effectivement, il estime que le fait d'avoir prononcé la prière du schéma Israël sur le mont du Temple ne constitue pas un délit qui justifie cet éloignement. Alors, comment le juger? D'abord, moi, je respecte le verdict des juges. Je crois qu'on ne peut pas avoir en démocratie, quelles que soient les opinions que l'on a, on ne peut pas avoir d'autres attitudes que celle de respecter la parole de la justice. Alors bien sûr, c'est vrai, le gouvernement fait appel parce que, vous savez, c'est toute la différence entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je pense que pour ce juge, il apparaît effectivement, et je pense pour une grande partie de l'opinion juive en Israël et même en diaspora, qu'on considère de prononcer le schéma Israël comme un délit, ça paraît totalement inconcevable et à plus forte raison dans l'État d'Israël. Alors, mais d'un autre côté, il y a l'éthique de responsabilité. Et l'éthique de responsabilité, c'est de faire prévaloir le statu quo, qui a été établi en 1967, et ce statu quo effectivement prévoit qu'il n'y a pas de prière publique juive sur le mont du Temple pour respecter ce statu quo. Et c'est d'autant plus, compréhensible. Peut-être dans une autre période, le gouvernement n'aurait pas fait appel, mais c'est vrai que dans la période que nous vivons déjà depuis quelques semaines, on voit bien que ce qui se passe sur le mont du Temple, sur l'esplanade des mosquées, c'est ce qui cristallise le conflit. Et donc, en ce sens, la mesure du juge, en plus, ça, il faut le dire aussi, c'était 3 mineurs. Donc on peut avoir effectivement pour des mineurs une sorte d'indulgence qu'on aura moins pour des adultes. Voilà ce qui explique donc, me semble-t-il, la décision du juge. Mais vous avez vu, l'attitude du gouvernement a été tout de suite de calmer le jeu, parce que on voit bien que autour de Jérusalem, on va presque dire que c'est plus l'État palestinien, c'est plus l'occupation. Tout ça est passé, même pour les Palestiniens, au second plan. Ce qui compte, c'est le statu quo de Jérusalem. Voilà, donc des protestations, je dirais, évidentes, et du ministre Elissaoui Fredj du Meretz et de la coalition. Certainement, et dans le monde arabe, la Jordanie, parce que on est en train de remettre en place un statu quo qui est durablement bouleversé. Vous avez la semaine prochaine la manifestation des drapeaux. Tout ça fait que, bien sûr que pour la police, ça complique la situation. Mais le droit, c'est le droit, et on peut effectivement comprendre qu'il était difficile pour un juge de considérer que dire le schéma Israël est un délit. Je crois que ça, c'est compréhensible, mais ça ne remet pas en cause. D'abord, le droit juge individuellement, c'est ça qu'il faut comprendre. On juge au cas par cas. S'il y a abus, il y a abus, et à ce moment-là, je pense que ça changera les choses. Mais il faut bien comprendre, tout repose sur un équilibre. On va finir, Christophe, sur cette affaire. Imaginez demain que 3 mineurs musulmans se rendent devant le mur des lamentations, mettent un tapis et disent Allahu Akbar. On pourrait dire, au nom de la liberté de culte, tout est possible. Je peux aller demain, je sais pas si on peut entrer à Notre-Dame, vous me le direz. Allez, on va prononcer une prière. Non, je veux dire, il y a la liberté de culte et la liberté de conscience qui sont des principes fondamentaux. Et ça, Israël doit le respecter et le respecte.
Et il y a effectivement des situations qui demandent beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de retenue, et tout est là. C'est la retenue dont feront preuve les partisans des prières sur le mont du Temple. Oui. Est-ce qu'ils vont utiliser cela pour dire alors maintenant tout est permis, et en quel cas vous allez avoir un retour de bâton et un boomerang inévitable. Et un retour maintenant à la politique israélienne avec vous, Denis Charbit, dans la seconde partie donc de cette interview. Denis, avec donc la politique et le retour au sein de la coalition de la députée Meretz Rihawini Zoabi. Elle avait quitté la coalition dans un premier temps, puis finalement donc elle la réintègre, donc volte-face dans un contexte politique tendu où la coalition autour de Naftali Bennett est très fragile. La question bien sûr qui se pose avec tous ces rebondissements qui se succèdent sur la scène politique en Israël, c'est combien de temps peut encore tenir cette coalition qui est en place maintenant depuis 1 an? Oui, c'est la question que bien sûr tout le monde se pose, et elle se posera d'ailleurs si le gouvernement tient encore 1 an, elle se posera de manière encore plus accrue lorsque ce sera Yair Lapid qui sera à la tête du gouvernement, donc l'aile on va dire centriste et gauche du gouvernement. Là on a quand même Naftali Bennett qui représente l'aile droite de ce gouvernement. Ce que je peux constater en tout cas, c'est à quel point le fait de prendre dans les rangs des partis politiques des personnalités qui ont peut-être un résumé public extraordinaire, mais qui ne connaissent rien de la vie politique, et bien à quel point, dans une situation comme celle-là, tout est fragile et tout est tendu. Et c'est vrai que, voilà, moi je peux avoir énormément de considérations, mais je dirais tant pour Orit Silman, qui a quitté la coalition, enfin en tout cas l'a menacé également, lorsqu'elle disait « il n'est pas concevable pour moi qu'on puisse entrer dans un hôpital public avec du Hametz dans la période de Pessah », que l'émotion de Judar Rinaoui Zoabi, la députée du Meretz, qui n'a aucune expérience politique, elle est entrée en politique lors des dernières élections, et qui, prise par l'émotion, prise par, c'est vrai, des déclarations émanant de députés ou de ministres du gouvernement sur la disparition de la journaliste à Jenin, sur le refus d'exprimer même des regrets, je ne parle pas d'excuses, mais des regrets, etc. Alors, je comprends que pour une femme de la communauté arabe, donc qui est en but à sa synagogue, comme Orit Silman est en but à son auditoire dans sa propre synagogue, se sentent à un moment dépassés. Alors, est-ce qu'il y a dans cette affaire aussi des affaires personnelles, ce consulat à Shanghai qu'on lui a promis, qu'elle n'a toujours pas obtenu? C'est là où la politique, voilà, on n'a jamais affaire uniquement avec des principes et avec des convictions. Il n'empêche que, pour rétablir quand même les choses, en Israël, c'est un scrutin de liste. Ouais. Et donc, un scrutin de liste, ça veut dire que je ne vote pas, si je vote Meretz, ni pour Rinaoui, ni pour Horowitz, ni pour personne. Je vote pour une liste et je vote pour pour la conviction d'un mouvement, d'un parti politique. Et je pense que dans ce contexte-là, il se trouve que Rinaoui a déclaré je n'en peux plus. Et elle a repris, volontairement ou pas, les mots de Begin lorsqu'il a décidé d'arrêter les affaires. Il a dit « je n'en peux plus » et il a démissionné. Eh bien, je pense qu'il faudrait revenir quand même à une certaine morale politique et, dans ces circonstances-là, eh bien, estimer que si on ne peut plus assurer ses fonctions, eh bien, on démissionne. Ouais. Et je dirais, et en démissionnant, elle ne perdra pas le crédit public qu'elle perd en disant je suis contre, mais je ne démissionne pas, donc je reste, donc je flirte avec l'opposition. Bon, ça a été de courte durée, effectivement. Il faut dire qu'une grande pression a été exercée sur elle pour que elle revienne à de bons sentiments vis-à-vis de la coalition. Mais voilà, ça montre que la politique, c'est un métier. C'est pas n'importe qui peut le devenir, et je pense que les leaders de partis retiendront la leçon et feront et intégreront dans leur liste des gens qui font face à des électeurs, à des membres de partis, et pas à des vedettes qui finalement font valoir leurs caprices, même s'ils reposent sur des convictions que je respecte à gauche comme à droite. Voilà, on ne peut pas, surtout dans ces circonstances-là, mener une coalition et un gouvernement qui a beaucoup de tâches à faire, et pas seulement de s'occuper des caprices des uns et des autres, ou des velléités, des états d'âme, même s'ils sont respectables, des députés, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Merci beaucoup, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. On vous retrouvera bien sûr, Denis, avec plaisir lundi prochain sur Radio J.